Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée sous ma dernière vidéo. Une personne m'a demandé, mais comment prouver que le père manipule tout le monde? Et je trouve que cette question est essentielle, parce que beaucoup d'entre nous vivent ce sentiment. On a l'impression que l'autre parent manipule les institutions, manipule les professionnels, l'école, les services sociaux, l'entourage, et parfois, malheureusement, place aussi les enfants au milieu de ce mécanisme. Mais la grande difficulté, c'est celle-ci. Comment le prouver? Parce que si on arrive devant un juge, devant une assistante sociale, un enquêteur social, une école ou une institution en disant simplement « il manipule tout le monde » ou « elle manipule tout le monde », cela ne suffit pas. Et parfois, cela peut même se retourner contre nous. On peut nous répondre vous êtes dans l'accusation, vous êtes dans le conflit, vous interprétez, vous êtes trop émotionnel, vous cherchez à nuire, vous êtes dans le ressentiment. Donc aujourd'hui, je veux vous expliquer quelque chose de très important. On ne prouve pas la manipulation en la nommant. On la prouve en la démontrant. Et on la démontre avec des faits, des dates, des écrits, des contradictions, des demandes, des absences de réponse, des refus, des changements de version, des décisions non respectées, des informations non transmises, des tiers utilisés, des enfants placés au milieu, des pièces complètes, une chronologie. C'est cela qui permet de passer de « il manipule » à « voici le mécanisme, voici les faits, voici les dates, voici les preuves, voici la répétition ». Et c'est beaucoup plus fort. La première chose que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas chercher à tout prix à convaincre tout le monde. Je sais que c'est difficile. Quand on subit une injustice, on a envie que tout le monde comprenne immédiatement. On a envie de dire « mais regardez, c'est évident, mais ne voyez pas ce qu'il fait, mais vous ne voyez pas qu'il retourne tout, vous ne voyez pas qu'il se présente comme calme alors qu'il bloque tout derrière ?» C'est pourtant l'évidence. Mais justement, c'est là qu'il faut se méfier. Parce que ce type de fonctionnement repose souvent sur un contraste. Devant les autres, la personne peut apparaître calme, posée, raisonnable, coopérative. Et dans les échanges privés, elle ne répond pas, elle esquive, elle provoque, elle contrôle, elle fait traîner, elle refuse de transmettre, elle modifie les règles, elle fait porter les messages aux enfants. Donc l'objectif n'est pas de convaincre par l'émotion. L'objectif est de construire un dossier qui permet aux autres de voir le mécanisme sans que vous ayez besoin de l'expliquer pendant des heures. La preuve doit parler, la chronologie doit parler, les contradictions doivent parler. La deuxième règle est très importante. Décrivez au lieu de qualifier. Au lieu d'écrire « il manipule les enfants », écrivez « les enfants ont été placés dans une situation où ils pensaient que je refusais de leur répondre alors que l'appel n'était pas convenu et que je n'étais pas disponible. » Au lieu d'écrire « il me harcèle », écrivez « j'ai reçu 6 appels non convenus en une journée alors que ma demande initiale portait sur une réponse écrite concernant les enfants. » Au lieu d'écrire « il refuse l'autorité parentale conjointe », écrivez « j'ai demandé le nom du médecin le 5 août, le 8 août et le 12 août. À ce jour, aucune réponse écrite ne m'a été transmise. » Au lieu d'écrire « il manipule l'école », écrivez « j'ai appris les informations par les enfants, puis j'ai dû contacter directement l'école pour obtenir les éléments qui auraient dû m'être transmis entre parents. » C'est sûr, c'est moins spectaculaire, mais c'est beaucoup plus solide, parce que vous ne donnez pas une opinion, vous donnez un fait. Une manipulation, un contrôle ou une entrave ne se prouve pas toujours avec un seul élément. Très souvent, cela se prouve par la répétition. Un appel non respecté pris seul peut être présenté comme un oubli. Un message sans réponse pris seul peut être présenté comme un malentendu. Un compte-rendu non transmis pris seul peut être présenté comme un retard. Un enfant qui transmet une information pris seul peut être présenté comme une maladresse.
Mais quand cela se répète, on voit le mécanisme. Il faut donc regarder les séries. Par exemple, pas les séries télé, mais par exemple, demande d'information médicale, absence de réponse, relance, nouvelle absence de réponse, information finalement apprise par les enfants, contact direct avec le professionnel, réponse tardive ou partielle de l'autre parent, puis accusation contre vous. Tu mets la pression, tu harcèles, tu veux tout contrôler. Là, ce n'est pas un incident isolé, c'est un schéma. Et ce schéma, il faut le documenter. Pour prouver un mécanisme, il faut une chronologie. Pas un récit de 30 pages, pas un pavé émotionnel, une chronologie simple. Je vous conseille de faire un tableau en 5 colonnes. Date, fait, demande formulée, réponse ou absence de réponse, conséquences pour l'enfant ou pour l'exercice de l'autorité parentale. Par exemple, 5 août, demande du compte-rendu dentaire. Réponse, aucune. Conséquence, impossibilité de suivre les soins. Autre exemple, 6 août, relance écrite. Réponse, appel téléphonique non convenu, pas de réponse écrite. Conséquence, déplacement du sujet. 7 août, nouvelle demande écrite. Réponse, message agressif ou hors sujet. Conséquence, absence persistante d'informations médicales. Là, vous ne dites pas « il manipule », vous montrez. J'ai demandé, il n'a pas répondu. J'ai relancé, il a déplacé le sujet. J'ai reconstaté, l'information n'est toujours pas transmise. C'est cela qui permet de démontrer. Je vais insister sur ce point parce que moi-même, j'ai appris dans la douleur. Une capture isolée ne suffit pas toujours. Une phrase sortie d'un échange peut être contestée. Un tableau fait par vous-même peut être regardé comme insuffisant si les pièces derrière ne sont pas complètes. Donc il faut regarder et il faut garder les preuves complètes. Donc quand vous faites une capture d'écran d'un SMS, il faut que l'on puisse voir la date, ce qui est compliqué quand il y a un enchaînement de messages, l'heure, le nom ou le numéro du destinataire, le message précédent, le message suivant, le contexte, les accusés de lecture si possible. Quand on clique dessus, des fois il y a des petites coches comme ça, bleues, pour montrer que ça a été délivré et lu. Les appels reçus, les horaires, les relances et l'absence de réponse. Pourquoi ? Parce qu'une institution, un avocat ou un juge, doit pouvoir comprendre l'échange sans avoir besoin de vous croire sur parole. Elle doit montrer ce que vous avez demandé, pourquoi vous l'avez demandé, comment l'autre a répondu ou n'a pas répondu, et ce qui s'est passé ensuite. Une capture isolée dit « Regardez cette phrase ». Une séquence complète dit « Regardez le mécanisme ». Et c'est ce mécanisme qui compte. Un autre moyen très fort de démontrer un mécanisme, ce sont les contradictions. Par exemple, une personne dit devant un professionnel « Je veux apaiser », mais dans les faits, elle ne répond pas aux demandes écrites. Elle dit « Je ne m'oppose pas aux appels », mais les appels prévus ne sont pas rendus possibles. Elle va dire « Je transmets les informations », mais vous devez contacter directement l'école, le médecin ou les professionnels pour obtenir ce qui vous concerne. Elle va dire « Je respecte l'autre parent », mais les enfants deviennent les messagers. Elle va dire « Je protège les enfants du conflit », mais elle leur fait porter les messages, les explications, les refus, les silences. Là encore, il ne faut pas écrire « tu mens ». Il faut écrire ce que tu indiques aujourd'hui est contradictoire avec tel fait, tel message, telle date, tel document. Merci de clarifier. Vous ne jugez pas, vous confrontez. Et la contradiction devient visible. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'un mécanisme très précis. Vous envoyez un SMS écrit sur un sujet important concernant les enfants, par exemple « Merci de me transmettre le compte-rendu médical ». Et au lieu d'une réponse écrite, vous recevez des appels répétés. Puis vous ne répondez pas, parce que vous travaillez, parce que vous êtes occupé ou parce que l'appel n'était tout simplement pas prévu. On vous reproche ensuite de ne pas avoir répondu. Le sujet a changé.
Au départ, le sujet était où est le compte rendu médical? Et à la fin, le sujet devient pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? C'est exactement ça le déplacement de sujet. Et ce type de déplacement, il faut le documenter. Message initial, absence de réponse, appel répété, reproche sur votre absence de réponse, toujours aucune réponse sur le fond. Voilà comment on prouve. Pas en disant il manipule, mais en montrant. Ma demande concernait un document médical, il n'a pas répondu par écrit, il a appelé à répétition, puis il a retourné la situation contre moi et le document médical n'a toujours pas été transmis. Là, le mécanisme devient clair. C'est un point très important, mais il faut le faire avec énormément de prudence. Il ne faut pas exposer les enfants, il ne faut pas les filmer, il ne faut pas les mettre au centre publiquement. Mais dans un dossier, il faut pouvoir montrer lorsque les enfants deviennent les messagers d'un conflit d'adultes. Par exemple, un enfant vous dit qu'il a un rendez-vous médical alors que l'autre parent ne vous a rien transmis. Un enfant vous explique une décision d'adulte. Un enfant vous dit « Ah, papa a dit que, maman a dit que, tu vas voir avec le juge, tu n'as pas répondu, on t'a appelé. » Un enfant ne devrait pas porter tout ça. Donc il faut écrire sobrement. J'ai appris cette information par l'enfant. Je te demande de me transmettre directement les éléments par écrit afin de ne pas faire porter aux enfants la communication entre adultes. Ce n'est pas une accusation, c'est un recadrage. Et si cela se répète, cela devient un élément du dossier. Quand on parle de manipulation des institutions, il faut être prudent. Il ne faut pas écrire « l'école est complice, le médecin est manipulé, les services sociaux sont tous contre moi, tout le monde est corrompu ». Ces phrases peuvent vous desservir. À la place, il faut montrer comment l'information circule. Qui a dit quoi? À quelle date? Avec quel document? Quelle version a été donnée? Avez-vous pu répondre? Avez-vous été informé? Vos pièces ont-elles été prises en compte? Avez-vous été mis en copie? Avez-vous eu accès à un compte-rendu? Avez-vous eu la possibilité de faire valoir votre version? C'est là que l'on voit si un écrit a été construit sans contradiction. Par exemple, j'ai appris l'existence de cette démarche après coup. Je n'ai pas été destinataire du compte-rendu. Je n'ai pas été consulté. J'ai demandé la transmission du document à telle date, sans réponse. J'ai adressé un courrier au professionnel à telle date, sans réponse. Encore une fois, on ne qualifie pas, on décrit. Je vais prendre un exemple dans ma situation sans rentrer dans l'intimité de mes enfants. Dans mon dossier, j'ai alerté à plusieurs reprises sur l'absence de transmission médicale et scolaire. J'ai écrit, j'ai relancé, j'ai adressé des courriers, j'ai contacté directement des professionnels parce que les informations ne m'étaient pas du tout transmises. Et dans la décision du 16 juillet 2026, il est écrit que le père répond très peu à mes sollicitations et ne me transmet pas les informations essentielles relatives aux enfants, de sorte que je suis contrainte de solliciter directement les professionnels. Ça, c'est important, parce que ce n'est plus seulement moi qui le dis, c'est écrit dans une décision. Mais dans cette décision, il est aussi indiqué que certains éléments que j'avais produits avaient une force probante limitée, notamment parce que toutes les conversations n'étaient pas intégralement retranscrites, que les messages n'étaient pas toujours précisément datés ou que les destinataires n'étaient pas toujours clairement identifiables. Et ça, c'est une leçon. C'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. Ne gardez pas seulement des bouts de messages. C'est pas que j'avais coupé les messages, c'est que j'avais fait des tableaux avec des thèmes et j'avais mis les messages correspondants en fonction des thématiques. Forcément, sur plusieurs messages, j'ai dû en couper pour en mettre un sur un thème et un autre sur un autre thème. Pas de souci, je transmettrai du coup l'intégralité des SMS. Donc vous gardez bien les séquences complètes. Ne vous contentez pas de dire « je l'ai demandé 10 fois ». Montrez les 10 demandes. Datez-les, classez-les, ajoutez les réponses. Et quand il n'y a pas de réponse, indiquez « absence de réponse à ce jour ». C'est comme ça que l'on rend un dossier lisible. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 2 niveaux. Le premier niveau, ce sont les faits.
un appel non respecté, un SMS sans réponse, un compte-rendu non transmis, un enfant placé au milieu, une décision non appliquée. Mais le deuxième niveau, c'est le mécanisme. La répétition des appels non respectés, la répétition des informations non transmises, la répétition des enfants qui deviennent messagers, ça c'est important, la répétition des réponses hors sujet, quand la personne du coup fait des digressions et déplace le sujet, la répétition de l'inversion accusatoire, la répétition des silences. C'est la répétition qui démontre le contrôle. C'est la cohérence de la chronologie qui démontre le schéma. Et c'est ce schéma qu'il faut rendre visible. Je sais que c'est difficile. Quand on a le sentiment que l'autre personne manipule tout le monde, on a envie de hurler. On a envie de dire « Mais vous ne voyez pas ? Pourquoi vous le croyez lui ? Pourquoi mes pièces ne sont pas regardées ? Pourquoi je dois encore prouver ?» Mais dans un dossier, la colère peut devenir dangereuse parce qu'elle peut être utilisée pour dire « elle est instable, elle est agressive, elle alimente le conflit, elle ne prend pas de recul ». Donc il faut transformer la colère en méthode. La colère dit « c'est injuste ». La méthode dit « voici la date, voici le message, voici la demande, voici l'absence de réponse, voici la conséquence ». Et ça change tout. Je vais vous donner quelques phrases utiles. Je te demande de répondre par écrit à la question posée. Des questions courtes, des phrases courtes, vraiment. Ma demande concerne uniquement les enfants. Je ne répondrai pas aux attaques personnelles. Merci de préciser quel point exact tu contestes. Merci de me transmettre le document demandé. À ce jour, je reste sans réponse. Cette information aurait dû m'être transmise directement entre parents. Je te demande de ne pas faire porter cette communication aux enfants. Je prends acte de ton absence de réponse. Je conserve ces échanges. Je transmettrai les éléments utiles à mon conseil. Ces phrases ne sont pas agressives. Elles ne sont pas insultantes. Elles ne posent pas de diagnostic. Elles recentrent. Elles protègent. Elles documentent. Il faut éviter d'écrire « tu manipules tout le monde, tu es un pervers narcissique, tu mens, tu détruis les enfants, tu vas payer, je vais te détruire ». Même si vous le pensez, même si vous êtes à bout, même si vous avez l'impression que c'est la vérité, dans un écrit, ce type de phrase peut être isolé et retourné contre vous. À la place, écrivez « le compte-rendu ne m'a pas été transmis ». L'appel prévu n'a pas été rendu possible. Les informations ont été apprises par l'enfant et non transmises directement entre parents. Le message de telle date est resté sans réponse. Les versions données sont contradictoires avec les éléments suivants. C'est beaucoup plus solide et il n'y a pas d'émotionnel. On reste sur les faits. Donc la méthode est simple. Demander, relancer, constater, classer. Vous demandez, merci de me transmettre le compte rendu, vous relancez, je reste sans réponse à ma demande de telle date, vous constatez, à ce jour, aucun compte rendu ne m'a été transmis. Et vous classez, capture complète, date, heure, contexte, réponse ou absence de réponse, conséquence. Puis on range la pièce dans une chronologie. Et petit à petit, ce n'est plus une plainte émotionnelle, c'est un dossier structuré. Je fais cette vidéo pour répondre à Sonia, mais aussi à toutes les personnes qui me suivent et qui se posaient la même question. Comment prouver ce que l'on vit ? Comment prouver que l'autre retourne tout ? Comment prouver que l'on n'est pas dans le conflit, mais que l'on tente simplement d'obtenir des informations ? Comment prouver que les enfants sont placés au milieu ? Comment prouver qu'une décision judiciaire n'est pas respectée ? Comment prouver que l'autre parent donne une image calme à l'extérieur, mais bloque tout dans les faits ? La réponse est toujours la même, par les faits, par les pièces, par la chronologie, par la répétition, par les contradictions, par le calme, par la méthode. Donc si vous êtes dans cette situation, retenez ceci. Ne cherchez pas à prouver la manipulation en l'affirmant. Prouvez le mécanisme en le documentant. Ne dites pas seulement « il manipule », montrez.
J'ai demandé, il n'a pas répondu. J'ai relancé, il a déplacé le sujet. J'ai constaté, l'information n'a toujours pas été transmise. L'enfant a été placé au milieu, la décision n'a pas été appliquée. Cette situation s'est répétée plusieurs fois. C'est cela qui permet de faire apparaître le schéma. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui dans mon propre dossier. Je reprends tout, je reconstruis, je classe, je date, je sélectionne, je fais relire, je fais analyser. Je ne veux plus être seulement dans le récit de ce que j'ai vécu. Je veux être dans la démonstration. Et c'est ce que je vous invite à faire aussi. Si vous avez une situation précise, posez-la en commentaire. Par exemple, comment prouver qu'un parent ne transmet pas les informations médicales ou toute autre question dans lesquelles je ne voudrais pas vous orienter pour rester dans la spontanéité. Je lirai vos questions et je ferai d'autres vidéos pratiques en partant de vos situations parce que nous sommes nombreux à vivre ces mécanismes. Et plus nous apprenons à les nommer, à les comprendre, à les documenter, moins ils peuvent être retournés contre nous. Merci à Sonia pour cette question. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent. Merci à celles et ceux qui partagent, qui commentent, qui témoignent. Ma ligne reste la même, vous la connaissez, les faits, les pièces, la chronologie, la vérité et la dignité. Je ne me tairai plus et tous ensemble, nous ne devons plus nous taire. Je vous embrasse et à bientôt!